Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, Ferrari, non. Bon, on va y revenir. Le doublé Red Bull, bon, voilà, ils se sont baladés, Red Bull. Une énorme purge, manque de spectacle sur ce Grand Prix, désolé de le dire, mais je m'attendais à mieux d'un Grand Prix comme Spa. Bon, à part le premier tour, évidemment, vous allez tomber dessus sur Lewis. Les anti-Lewis, je vous vois venir, évidemment. Voilà, bon, il a reconnu que c'était sa faute. Ça lui arrive de faire des erreurs, c'est un humain, c'est pas un robot, donc voilà. Il a trop refermé sur Alonso, voilà. Bon, évidemment, Alonso s'est empressé de l'insulter de tous les noms, de le traiter d'idiot et de dire que c'est un pilote qui ne gagne, qui arrive à faire des départs que quand il part premier et quand il a une voiture dominatrice, en gros. Va bien te faire foutre, Fernando, d'avoir dit ça, clairement. Le doublé Red Bull, donc. Russell, alors, Sainz P3, très loin des Red Bull quand même. Russell P4, il était collé à Sainz, j'ai bien cru qu'il allait tenter de doubler, mais ce n'est pas le cas. Bon, tant pis. En tout cas, il est dans le rythme de Ferrari, il était dans le rythme de Ferrari, voire meilleur. Georges, c'est plutôt bon pour la suite du championnat. Dommage que Red Bull soit inatteignable. Alors, venons-en à l'ami Leclerc. Ferrari a arrêté Charles Leclerc à 2 tours du but pour faire le meilleur tour au dernier tour. Ça, c'est pas con. Sauf qu'il avait même pas 20 secondes d'avance sur Alonso au final. Donc il est reparti derrière Alonso. Mais le problème, c'est pas ça, il a pu le repasser derrière. Le problème, c'est que Charles Leclerc a fait un speeding dans les pits. Donc en gros, il a dépassé la limite de vitesse. Donc il s'est pris 5 secondes de pénat. Donc Alonso est repassé. Donc Alonso 5ème. Putain, c'est pas possible. Ils étaient 5ème largement. Et là, ils perdent encore un point bêtement en voulant tenter le point du meilleur tour. Mais sérieux, mais incroyable. Comment on peut faire des conneries pareilles? En plus, ils avaient pas fait de merde de la course. Ils communiquaient bien avec Leclerc et tout. Ferrari, c'était plutôt pas mal, je trouvais. Mais ils gâchent tout à la fin. Sérieux, quoi. C'est pas possible, putain. Donc, et en plus, il finit devant Ocon de justesse, pour 7/10 quand même, à cause de cette pénale-là. Donc Ocon 7ème devant Vettel, Gasly, Albon. Incroyable, Gasly donc dans les points. Vettel aussi, 8ème, c'est pas mal. Et Albon qui a bouchonné tout le monde, qui finit 10ème aussi. Stroll, il devait être énervé derrière, il a passé toute la course derrière lui, quoi. Norris 12ème, les McLaren nulle part. Tsunoda 13ème, Zhou 14ème, Ricardo 15. Les deux As, Magnussen, Schumacher. Latifi, Bottas et Hamilton. Donc, alors Latifi qui explose Valtteri Bottas, le mec, il a même pas eu de pénalité, je crois pas en tout cas. Donc ça, c'est pas normal et il a fait abandonner quand même. C'est juste pas possible, un pilote pareil, faut qu'il dégage aussi de la F1 lui. Il serait temps. Et Hamilton donc voilà, qui a abandonné malheureusement. Sur ce crash avec Fernando, son grand ami. C'est pas ça qui va solidifier leur relation, améliorer leur relation on va dire. Allez, moi vous savez quoi, je suis vraiment désemparé par le spectacle du Grand Prix de Belgique et je crains que ce soit la même chose pour le restant de la saison. À mon avis, Red Bull va faire des doublés jusqu'à la fin. Et ça va être des purges les Grands Prix jusqu'à la fin. Je suis peut-être pessimiste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao. Toto Wolff, la pire qualification en 10 ans pour Mercedes. Une W13 incompréhensible, près de 2 secondes de retard. Vous ne pouvez pas être en pole 3 semaines auparavant, bien que les conditions étaient différentes, sur une piste différente, et ensuite être à 1 seconde 8 du rythme, la semaine suivante. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas du tout, ou que nous ne semblons pas comprendre. Il est clair que Red Bull est ici dans une ligue à part. Où est la Ferrari la plus proche, à 8 ou 9 dixièmes? C'est pour moi la pire séance de qualif que j'ai pu avoir en 10 ans de chez Mercedes, indépendamment de la position de départ. Le fait d'être en pole le week-end précédent et 3 semaines plus tard d'être nulle part n'est pas acceptable pour nous. Oh oui, non, mais c'est clair. Si on comprenait la W13, on pourrait la régler. L'Autrichien ne comprend pas comment la W13 peut retrouver autant de ses défauts qui n'étaient certes pas mis en avant le tracé, par le tracé sinueux du Hungaroring où Russell avait signé la pole. L'équipe est perdue face à cette monoplace. Je veux dire, si nous comprenions, nous pourrions la régler, mais la voiture a de la traîner en ligne droite. Lewis a dit que c'est comme traîner un parachute derrière lui. Elle est instable à l'arrière, elle sous-vire dans le virage 9, 8 ou 9, je crois.
Elle rebondit à haute vitesse et ne donne aucune confiance. Il n'y a pas un seul point positif que j'ai entendu sur la façon dont la voiture se comporte ici ce week-end, tout au long du week-end. Je pense que maintenant, il est temps de consolider, de décider ce que nous faisons ensuite. Bah, il faut arrêter. Je crois qu'il faut arrêter ce concept. Ça ne marche pas. Il faut tout changer pour 2023, les gars. Il y a aucun... non. Si c'est pour vivre des courses très inconstantes l'année prochaine aussi, c'est pas la peine. Hein. Franchement, il faut tout refaire. Hein. Wolff ne se contentera pas d'un bon résultat en course. Il espère pouvoir profiter des conditions plus chaudes en course, alors que le soleil est prévu. Mais il ne se contentera pas d'un bon résultat, puisqu'il cherchera forcément à comprendre les problèmes en rencontrant en qualif. C'est la première fois que nous n'avons pas été en mesure de tourner les choses en notre faveur pour les qualifs. On a généralement été bien meilleur en course qu'en qualif. Ça sera donc intéressant de voir si la performance en course est meilleure. Néanmoins, je ne serais pas flatté par un résultat positif en course, quel qu'il soit. Certains des meilleurs gars partent de l'arrière, et pour moi, dans mon évaluation de la performance où nous sommes, ça joue un rôle mineur. Je crois que le concept est mort, hein. Ça ne marche pas, ils se sont trompés, voilà, faut assumer. Maintenant, faut peut-être pas dès les 2 prochaines courses, mais après ce trio de courses, il faudra peut-être amener une voiture avec des pontons et revoir, faire des essais pour la prochaine saison. Moi, je vois ça comme ça au moins, il serait prêt, à peu près prêt pour la prochaine saison. Ils pourraient en profiter des dernières courses qui restent cette saison pour faire leur test. Là, c'est fini, quoi. C'est finito. Merci, la W13 est finito. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Alors, McLaren, licencier Ricciardo fut une décision très difficile selon Andreas Seidel. Oh, faut qu'il arrête. Je pense qu'il regrette pas. Hein. Je pense qu'il regrette pas. Comme nous l'avons commenté ce mercredi, il est important pour nous de nous concentrer sur l'annonce concernant Daniel. Mais aussi sur le week-end. Vous n'aurez pas de nom de pilote, de scénario ou autre commentaire de ma part. On ne doit pas oublier qu'il nous reste une course à disputer ici à Spa et qu'elle est très importante dans l'optique de la 4ème place du constructeur. Quant au futur, c'est quelque chose que nous verrons à partir de la semaine prochaine. Oui, effectivement. À partir de demain, quoi. Je ne dirais pas vraiment... Alors, ne changera pas forcément son approche dans les négociations futures d'après Seidel. Donc je dirais pas vraiment, on changera pas vraiment les négociations futures. Dans toute négociation avec un pilote, il y a toujours ces scénarios et des situations différentes à considérer. En fin de compte, vous devez trouver un compromis, je dirais, qui va faire en sorte que tous les parties soient satisfaits, mais tout change à chaque fois en fonction de l'offre et de la demande. Le dirigeant allemand a reconnu que la décision de remercier Ricciardo avait été aussi douloureuse que nécessaire à prendre. Mais il l'affirme, l'Australien reste une personne très appréciée chez McLaren. Ça lui fait une belle jambe, hein. Une décision difficile à prendre, je pense que tout le monde comprend que nous n'ayons pas publiquement commenté avant l'annonce. Pour moi, personnellement, le plus important est que nous ayons gardé un dialogue permanent et transparent devant tous ces mois avec Braun et Daniel, afin que tout le monde connaisse la position de chacun, qu'il n'y ait pas de surprise. Nous sommes encore en position de terminer notre collaboration sur une bonne note, et nous pouvons toujours aller boire un verre ou dîner avec Daniel. Il était important que tout le monde soit d'accord avec ça. Bien sûr, je ne suis pas satisfait, car en tant que directeur de l'équipe, je me sens responsable du fait que les choses n'aient pas fonctionné. Nous voulions tous que ce soit le cas, mais comme je l'avais indiqué, l'équipe et moi-même tenons Daniel en haute estime. Bon, bref, blablabla, blablabla. Ouais, bon, voilà, ils l'ont viré, quoi. Hein. Faut qu'ils assument maintenant. Je suis pas sûr que c'était une décision très, très dure à prendre, vu ses résultats. Pour le bien de l'équipe, il fallait changer de pilote, je pense. Même pour son bien à lui, à Ricciardo aussi. Il peut peut-être rebondir éventuellement dans une autre équipe. Bon, on verra ce que ça donne pour lui, évidemment. Allez, ciao. Alors, on en apprend un peu plus sur l'affaire Piastri. Pilote de réserve partagé avec McLaren. Quoi ? Il était partagé avec McLaren ? McLaren et Mercedes sont venus nous voir et ont demandé les services d'Oscar s'ils avaient besoin de lui. Ah, mais oui, c'est vrai, il avait un contrat de pilote de réserve. Vous savez, nous avions aussi le droit de refuser. Si nous avions tous les deux besoin qu'il intervienne en tant que réserviste, nous aurions eu la priorité. Rappelez-vous que c'est à un moment où le Covid circulait encore et qu'il y avait plus de probabilité qu'un pilote de réserve intervienne, comme on l'a vu se produire ces derniers temps. Donc vous savez, par bonne volonté envers McLaren et Mercedes, on a proposé Oscar comme pilote de réserve, et égoïstement. S'il conduisait pour une de ses équipes, le préparait encore plus pour l'avenir. Pour nous. Je veux dire, notre relation consistait à préparer Oscar pour l'avenir. C'est ce que nous avons fait. S'il y a une opportunité, il y avait 3 fois plus de chances de monter dans une voiture cette année, avec le Covid qu'avant le Covid. On doit en profiter, et si nous pouvons mettre une course ou deux à son actif, ce serait mieux pour nous à l'avenir. C'est donc la raison pour laquelle on l'a fait. Andreas Seidel confirme l'accord, mais nie que ça ait un rapport avec la situation actuelle. Ce n'est pas un secret, nous n'avons pas notre propre pilote de réserve. C'est pourquoi chaque année nous voyons s'il est possible de trouver un accord de partage de pilotes avec certaines équipes. Comme vous le savez, nous en avons eu un avec Mercedes. Et nous étions évidemment très heureux, quand j'ai contacté Laurent aussi à l'époque, de voir qu'il avait la volonté d'avoir les services d'Oscar également disponibles. Ce qu'Alpine a évidemment accepté. C'était évidemment positif pour nous, mais encore une fois, quant à la situation du jour et à l'avenir, je ne ferai aucun commentaire supplémentaire. Ouais, d'une manière ou d'une autre, il était déjà lié indirectement à McLaren en étant pilote de réserve
possible pour eux, quoi. Bon, on aura le verdict demain de tout ça, normalement. De toute façon, je vous laisse commenter, ciao. Verstappen plaisante. La règle du marsouinage a été très mauvaise pour Red Bull. Énorme troll, hein, ce mec, comme ses fans d'ailleurs. Oui, cette directive technique a été très très mauvaise pour nous. Rit-il. Profite d'avoir une voiture dominatrice, ça t'arrivera pas toute ta carrière, je pense, Max. En effet, les deux autres meilleures équipes de Formule 1, Ferrari et Mercedes, ont été consternées par l'avantage de performance plus grand que jamais cette saison. Je m'attendais pas à ce que ça fasse une grande différence pour notre voiture. Est-ce que c'est le cas pour Ferrari? Je ne sais pas. Mercedes est un peu à court de vitesse de pointe cette année, de toute façon. Il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas compétitif ici. Cela a aussi à voir avec le tracé de la piste cette année. Nous sommes rapides dans les lignes droites, et d'une manière ou d'une autre, nous pouvons combiner cela avec la vitesse dans les virages. Avec ça, vous pouvez creuser un grand écart ici. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Donc ils vont commencer loin. 15 et 16. Charles et lui. Je pense qu'avec le rythme que nous avons dans la voiture, je peux avancer et je vais être au moins sur le podium. Quant à ses chances de victoire, Marco sourit. Je pense que c'est un peu audacieux. Nous ne voulons pas être arrogants. Mais je l'exclurai pas non plus. Mais vous l'êtes arrogant de toute façon. C'est votre marque de fabrique, les gars. Donc assumez de l'être. Hein. Russell. Je pense que Max va remonter le peloton et probablement gagner la course confortablement. Lui et Red Bull ont une longueur d'avance sur tout le monde. Gasly a plaisanté. Quand j'ai vu à quelle vitesse Max allait, j'ai pensé qu'il devrait être pénalisé à chaque course car il gagnerait de toute façon. Ok Gasly, bah oui, pourquoi pas, allez. Bon, bah écoutez, voilà, chez Red Bull, on se délecte de cette situation, visiblement. Voilà, écoutez, voilà, après, Mercedes a une voiture dominatrice pendant longtemps. Maintenant, c'est leur tour, de nouveau leur tour, parce que Red Bull, ils l'ont eu entre 2010 et 2013, surtout en 2011 et 2013, pour le coup, la voiture dominatrice. Donc, ils sont de retour avec une voiture dominatrice. Pour combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Peut-être cette année, l'année prochaine, 2024, à voir. J'espère pas, hein, évidemment, mais bon. Il va falloir que les autres travaillent, hein, c'est clair. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il peut gagner cette course, Verstappen? Dites-moi en commentaire. Bon, alors j'y comprends plus rien, on nous reparle d'une rumeur, Gasly chez Alpine. Le français ne dément pas la rumeur. Écoutez, je croyais qu'il restait chez AlphaTauri, les gars, pour l'année prochaine, il faut savoir, à un moment donné. Alors qu'Alpine va encore se battre avec peu d'espoir pour conserver les services d'Oscar Piastri, il est fort probable qu'un accord en faveur de McLaren soit validé par le CRB, donc on verra ça demain lundi. Ce montant estimé entre 5 et 10 millions d'euros pourrait être payé par McLaren et servira alors à Alpine pour attirer un nouveau pilote, plutôt que de miser sur Ricciardo en perte de vitesse, ou Mick Schumacher, qui n'a pas encore beaucoup prouvé en F1. Alpine voit en Pierre Gasly un équipier idéal avec Ocon. Ouais, surtout qu'ils s'entendent pas, mais bon, ça encore, bon, ça peut se régler peut-être. Le Français est accompagné de son avocat à Spa, probablement contacté cette semaine pour négocier suite à cette opportunité naissante. Qu'en pense Pierre Gasly? Pour le moment, je n'ai pas vraiment envie de faire trop de commentaires, car j'ai encore rien vu. Évidemment, je viens de terminer les qualifs et probablement le plus important est juste de performer avec la voiture que j'ai. Ensuite, on verra. Pas de démenti donc, mais gageant que si Gasly peut rebondir chez Alpine, une équipe constructeur plus performante qu'AlphaTauri, il fera en sorte d'être libéré. Red Bull a rarement entravé la carrière d'un pilote, des pilotes qu'elle ne voulait plus placer dans une Red Bull Racing. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, l'avocat est là. Est-ce qu'ils vont essayer de négocier un contrat, une sortie de contrat pour dès 2023, du coup, ça serait étonnant, mais bon. Une équipe 100% française chez Alpine, du coup. Et oui, Gasly qui revient dans le match pour prendre la place de Alonso. Incroyable. Allez, ciao. Ferrari se demande comment Red Bull peut financer un châssis plus léger. Binotto a des doutes sur le contrôle budgétaire opéré par la FIA. Ah ah. Donc Binotto s'est dit préoccupé par la rumeur à Spa concernant Red Bull qui aurait l'intention de lancer un châssis plus léger. Les informations récoltées suggèrent qu'après avoir piloté une voiture qui pèse nettement plus lourd que Ferrari jusqu'à présent, Verstappen va avoir droit à un châssis plus léger. Modifié à un tel degré que ça nécessite de nouveaux tests de collision auprès de la FIA. 5 kg en moins sur la balance. Je ne sais pas à quel point ce châssis sera plus léger, mais si ça fonctionne, ça nous aidera. Mon Dieu. Le directeur de Ferrari Binotto, cependant, se demande comment Red Bull peut se permettre de faire une telle évolution majeure sur la voiture après la mi-saison, dans le cadre du plafond budgétaire. L'investissement est chiffré à environ 2 millions d'euros. On pourrait jamais se permettre de développer un châssis léger ou tout autre châssis pendant la saison car le budget ne le permet pas. Je serais très surpris car si c'était possible, pour d'autres équipes, il faut se demander si le suivi budgétaire est suffisant. Malheureusement, très peu de gens le surveillent à la FIA. Ça doit s'améliorer pour l'avenir. Ça serait vraiment mauvais si le championnat était décidé par des règles financières. Wolff a mis le discours. Nous ne serions pas en mesure d'introduire un nouveau châssis à ce stade de la saison. Nous sommes massivement en surpoids. Ce que nous n'avons pas pu régler car nous essayons des pièces sur la voiture dans l'ordre pour résoudre nos différents problèmes plus importants. On ne peut pas se le permettre, point final. Donc ce qui était visé en introduisant le plafonnement des coûts a atteint sa cible. C'est ce qu'il voulait réaliser. J'ai plus de voix, moi. Les grandes équipes ne peuvent pas simplement jeter de l'argent comme elles le veulent dans le développement.
Et si Red Bull introduit un nouveau châssis, il est clair que des comptes vont devoir être demandés. Et oui. Ouais, bah écoutez, encore une affaire nébuleuse. Est-ce que Red Bull respecte bien le budget cap cette saison? Vu les évolutions qu'ils ont ramenées encore à Spa, là, on peut se le demander. Alors j'aurais tendance à croire que oui, ils le respectent, qu'ils ont trouvé des astuces par-ci par-là pour économiser peut-être. Mais bon, il va falloir enquêter la FIA. Alors, ils vont encore dire les fans de Red Bull, ah mais vous êtes des pleureuses les fans de Ferrari et de Mercedes, tout ça parce que Red Bull est devant, vous nous accusez de triche. Ouin 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 ouin. Bon, on se pose des questions, on a le droit, non? Allez, ciao. Colton Herta, candidat à Bakel AlphaTauri. What? Non mais les rumeurs, faut arrêter à un moment donné. Il est temps que on sache où tout le monde va là, parce que c'est n'importe quoi. Hein. Ricciardo et Mick Schumacher semblent être les favoris pour le baquet Alpine, mais Gasly pourrait être un candidat sérieux au final, à condition que Red Bull le libère de son contrat. Colton Herta sera l'un des favoris de Helmut Marko et d'AlphaTauri. Il se dit que son contrat en IndyCar avec Andretti pourrait être cassé en cas d'offre F1. Le pilote de 22 ans entre donc dans le jeu des chaises musicales pour les baquets 2023. L'obstacle pour Herta en F1 sera actuellement la super licence, qu'il n'a pas. L'Américain possède 32 points sur les 40 nécessaires pour obtenir le précieux sésame. Il devrait alors espérer une dérogation de l'FIA et son apparition dans les séances d'essai. Libre 1 lui ajouterait également un point par séance, à condition de parcourir au moins 100 km, et de ne pas être pénalisé. Ah oui, ça ajoute un point par 100 km, en gros, par séance. D'accord, je savais pas ça. S'il parvient à en disputer plusieurs après la fin de la saison d'IndyCar, son total pourrait ainsi se rapprocher des 40 points. Bon, honnêtement, j'y crois pas, ça. Non, là, Colton Herta, pilote d'IndyCar, candidat chez AlphaTauri, j'y n'y crois pas du tout. Et vous alors? Dites-moi ce que vous en pensez de cette rumeur. Ciao. Ferrari dément avoir souffert de nouvelles directives à Spa. Les effets sont complètement négligeables selon Binotto. Ouais. Il devrait donner des directives comme celle-ci plus souvent, à plaisanter Horner. Je pense même que je vais devoir remercier Toto Wolff pour son lobbying. C'est un énorme troll, ce mec, hein, Horner, quand même. Il a ajouté que les nouvelles restrictions entrées en vigueur à Spa ce week-end semblaient nous donner des ailes et ralentir ceux qui voulaient nous faire du mal. Pfff, ceux qui voulaient nous faire du mal. Pauvre victime, ouais. Oh là là, Horner, quel blaireau. Le père de Max Verstappen, Jos l'admet. Nous étions censés être les plus gênés par ces changements, mais je pense que les autres sont plus gênés maintenant. Et chez Ferrari, cette directive est-elle la raison de l'écart? À Spa, entre la Red Bull et la Ferrari, les deux monoplaces étaient pourtant toujours très proches sur la grosse dizaine de circuits fréquentés avant la pause estivale. Les effets de la directive technique sont complètement négligeables en ce qui concerne Ferrari. Ce n'est pas la réponse à la question de savoir pourquoi notre performance était si mauvaise. Il a l'air bien sûr de lui, Binotto. Bon, je sais pas, après on n'est pas ingénieur pour savoir, mais je serais pas aussi catégorique que Binotto. Peut-être que ça les a plus affectés que Red Bull. Red Bull, ça a l'air de les avoir arrangés même. Donc bon, affaire à suivre. Ciao, ciao. Et Mercedes a plus de travail que prévu après ce qu'a montré Red Bull à Spa. Donc ils évoluaient dans leur propre ligue. Ils auraient gagné depuis n'importe quelle position. C'était un choc de voir leur avance ce week-end. On a beaucoup de travail. Plus qu'on le pensait, croisons les doigts qu'il ne soit pas aussi rapide sur tous les autres circuits. Georges réalisait de bons relais et affichait un meilleur rythme que Carlos. Il avait simplement un peu trop tapé dans les pneus pour le dépasser lors du dernier relais. Lewis a été malchanceux très tôt dans la course après un bon départ. Il n'a pas vu que Fernando était positionné à l'intérieur du virage 5. Ça a entraîné son abandon. On espère que la voiture n'est pas trop endommagée. Le week-end a été compliqué dans son ensemble. On espère progresser davantage grâce à nos évolutions. On espérait, mais même s'il semble que nous sommes plus proches de Ferrari en course, mais pas de Red Bull. On a peiné à trouver les bons réglages pour la voiture sur ce circuit, bien plus que tous ceux ayant précédé la trêve estivale. On a beaucoup appris, la voiture ne performe pas suffisamment de tracés pour que nous sachions quelle est sa meilleure fenêtre d'optimisation. Nous manquions de rythme sur un tour, et c'est un autre domaine sur lequel nous devons progresser. La hausse des températures nous a aidés en course. Il nous était bien plus facile de mettre le pneu à température. C'est un problème récurrent. Nous avons maintenant quelques jours pour nous préparer pour Zandvoort, qui propose des défis similaires avec des virages rapides. J'espère donc que nous progressons d'ici là grâce aux données récoltées ce week-end. Eh ben, on espère tous. Et dommage, hein, l'abandon de Hamilton, franchement, c'est des points bêtement perdus là. Donc, il y avait moyen de faire un podium, je pense. Les deux Mercedes contre Sainz, je pense que ça leur aurait fait au moins une des deux aurait été sur le podium. Vu que, du coup, les deux Red Bull étaient intouchables. Bon, on verra bien la semaine pro. Enfin, ce week-end. Ciao. Marco vise maintenant le doublé des pilotes au championnat. Ouais, oui, ça devrait aller, hein, quand même. Hein. Donc, premier Verstappen, deuxième Perez, voilà ce qu'il vise. Si vous regardez ce championnat pilote, l'écart est très grand. Maintenant, tout dépend de Verstappen, de savoir s'il terminera toutes les courses ou non. Lorsqu'on lui a demandé si Spa
avait été le week-end le plus dominant de toute ses carrières en Formule 1, Verstappen a admis. Si vous regardez tout le week-end, oui. Marco, consultant de Red Bull, admet que son pilote est en train de sceller son deuxième titre consécutif, alors qu'il a déjà un autre objectif en tête. Nous allons essayer de gagner 2 ou 3 courses supplémentaires pour être sûr d'être en sécurité. L'objectif, pour nous, est désormais également clair. Nous voulons terminer premier et deuxième du championnat pour la première fois de notre histoire. Donc nous allons nous assurer que Pérez batte les Ferrari le plus souvent possible. Ah bah ça alors, on va se concentrer sur Pérez maintenant? Bah oui, hein, du coup. Oh là là. Après l'avoir délaissé pendant 5 ou 6 courses consécutives au profit de Verstappen avec les nouvelles Evo, ah bon, on va s'occuper de lui à nouveau. Vu que maintenant il a assez de retard sur Verstappen pour être loin derrière, n'est-ce pas? Bon, lamentable comme d'habitude cette équipe. Ciao ciao. Alors ça c'était avant le Grand Prix hier, Wolf qui parlait de Piastri. Alors, d'ailleurs je rappelle, hein, le CRB normalement il donne son verdict aujourd'hui, je sais pas à quelle heure, peut-être en fin de journée. Donc on traitera l'actualité de ça évidemment. Donc Wolf met en garde Piastri, je crois au karma et à l'intégrité. Wolf pense que jeune pilote ne devrait pas se comporter comme l'a fait Piastri. L'Australien a ouvertement mis en question la titularisation annoncée par l'équipe française quelques minutes après celle-ci avec des mots très durs sur les réseaux sociaux. Selon lui, les jeunes pilotes devraient communiquer prudemment quand il s'agit des équipes qui les engagent, les forment et a fortiori, ce mot quand même, quand l'équipe est un constructeur aussi puissant que le groupe Renault. J'ai de plus gros problèmes à apprécier que de m'asseoir au balcon comme dans le Muppet Show pour regarder le spectacle se dérouler devant mes yeux. Je pense qu'il est important que les programmes juniors soient respectés. Je pense que certains jeunes devraient se méfier de ce qu'ils disent sur Twitter à propos des organisations multinationales. Mais je n'ai aucune idée du contrat. Je crois au karma et à l'intégrité. Mais je ne suis pas là pour juger, comme j'ai dit, je ne connais pas la situation juridique. Wolf pense que Piastri devrait être performant directement, sans quoi il sera rapidement sur la sellette. Selon lui, un échec en F1 est difficile à rattraper, comme le montre le cas Stoffel Van Dorn, qui n'a plus aucun lien avec la F1. Tandis que De Vries, lui aussi réserviste Mercedes, reste proche de la catégorie reine. Je pense que la F1 est si brutale, pour ceux qui sont éjectés de leur place, il est très difficile de revenir. C'est pourquoi Nick est dans le cadre, et Stoffel n'est plus dans le cadre. Et c'est ainsi que tout le système fonctionne. Toujours sur le sujet des pilotes, Wolf a salué les performances d'Hamilton et Russell à Spa, malgré une double très capricieuse. Bon, voilà, après, ça c'était avant la course, donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, merci. Donc, Piastri, bah écoutez, on en saura plus dans la journée, normalement, si tout va bien. Mais il a pas tort, hein, Wolf, comportement un peu limite de Piastri, mais en même temps, je pense que c'est la faute à son management aussi, qui était très agressif envers Alpine. Il n'y a pas que lui qui décide, hein, Piastri, évidemment. Il y a Weber et peut-être Briatore derrière. Donc, je vous laisse commenter, ciao. Leclerc juge inquiétante et étrange l'avance de Red Bull à Spa. Ah ah. Nous devons regarder un peu plus le week-end dans son ensemble. Ce fut un week-end très difficile. Si vous regardez Red Bull, ils étaient à un autre niveau. Ils ont trouvé quelque chose ce week-end qui est un peu inquiétant pour nous. Parce que pour l'instant, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Ils sont toujours extrêmement rapides dans la ligne droite, et on dirait qu'ils n'ont aucun appui aérodynamique. Mais ensuite, ils entrent dans les virages, et ils sont aussi rapides que nous, ou les plus rapides même. Donc c'est inquiétant. Il est vrai que les secteurs de Max Verstappen laissent pantois. Il était plus rapide dans le deuxième, le plus sinueux, le plus rapide ou presque dans les premiers et troisième secteurs. Premier et deuxième secteur, premier et deuxième meilleur temps dans ces portions, secteurs pourtant faits de ligne droite. En bref, Verstappen était rapide partout. Red Bull a-t-elle trouvé quelque chose pendant l'été? Leclerc se creuse la tête. C'est étrange de voir Red Bull tellement plus rapide. Bon, à Zandvoort, CNC se un resserrement de la hiérarchie. Ça, on l'a vu. Tac, tac, tac. Avec presque 100 points de retard. Leclerc rend-il les armes pour le championnat? Ça va certainement sembler extrêmement difficile mais je vais tout donner. Oui, bon, c'est impossible, merci. Binotto. Ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est de voir qu'ils ont été capables de faire rouler une voiture avec peu d'appui aérodynamique, tout en ayant une grande vitesse dans le secteur intermédiaire, où vous avez besoin d'appui aérodynamique. Donc je pense qu'ils ont les deux, ce qui nous ramène à l'efficience de la voiture. Ils ont peu de traînée et un grand appui aérodynamique sur la voiture. C'est une vraie différence entre nous et les Red Bull. Simplement, aujourd'hui, la Red Bull est une voiture plus rapide par rapport à ce que nous avons, en termes d'efficacité globale, parce que Spa est l'endroit où vous avez besoin d'efficience de l'aérodynamique et de la puissance. Mais plus que ça, nous avons eu beaucoup de dégradation des pneus, donc on doit examiner ça aussi. Ils ont aussi été très forts en termes de dégradation, donc je pense pas que ce soit une aberration de voir cet écart. Bon bref, après ça se répète, hein, donc on a compris l'idée. Alors certains diront, est-ce que Red Bull a évolué sa voiture malgré les fermetures des usines? Est-ce qu'ils ont même triché avec le fond plat encore? Alors, je n'irai pas jusque-là, hein. Ne les accusons pas de ça quand même. Mais ils ont peut-être trouvé une astuce que les autres n'ont pas trouvé. Ça, c'est un vrai problème. Ah là là, bon, on va bouffer du Red Bull là, jusqu'à la fin de la saison, préparez-vous. Allez, ciao ciao. Alors, vous y croyez à ça? C'est Verstappen, c'est son tir-off à Verstappen, qui a bouché les copes de frein de Leclerc, ce qui lui a fait s'arrêter avant tout le monde, quoi. C'est une blague, putain.
C'est honteux, quoi. Si Charles Leclerc a dû s'arrêter dès le tour 4, compromettant ainsi sa strat, ce fut en raison d'une sacrée d'Even, un tir-off s'étant glissé dans la conduite de frein à l'endroit. Or, l'ironie du sort est qu'il apparaît désormais que ce tir-off était celui de Max Verstappen. Bien entendu, la manœuvre n'était pas volontaire et Max en était sincèrement désolé après l'arrivée. Pourquoi d'ailleurs avoir retiré ce tir-off dès le 4ème tour? Car il y avait beaucoup de poussière, explique Verstappen. Je pouvais rien voir, les gens sortaient dans les graviers, revenaient sur la piste et bien sûr ils défendaient leur place. J'essayais littéralement de rester en dehors de tout ça, mais vous ne voulez pas non plus perdre trop de temps. Puis la voiture de Lewis était cassée, il ralentissait les autres voitures, et bien sûr, tout le monde essayait de profiter de ça, donc les gars prenaient de largeur de voiture, je suis allé à l'intérieur pour doubler Hamilton, mais bien sûr il a abandonné, il a ralenti ensuite, ce qui est correct, mais alors j'ai dû me déplacer vers la gauche. C'était super mouvementé, il y avait tellement de terre aussi, j'ai enlevé mon tir-off, parce que je pouvais presque rien voir à cause du secteur précédent, comme si tout le monde allait sur les graviers. Mais nous avons survécu sans dégâts. Verstappen a dit espérer que ce n'était pas son tir-off qui avait causé l'incident de Leclerc. Mais c'était avant d'apprendre la poteau rose. Carlos m'a dit c'est juste super malchanceux pour être honnête. Vous avez toujours peur que ça arrive, surtout quand vous êtes en milieu de grille, surtout sur un circuit comme celui-ci, vous les enlevez très rapidement. C'est votre pire cauchemar que ces choses arrivent, mais malheureusement ça se produit. Non, mais, le mec est tellement verni, quoi. Enfin, Verstappen, il est béni cette saison, en fait. C'est incroyable. Le mec qui retire son tir-off, c'est son adversaire direct au championnat qui se le mange dans la gueule, quoi. Non, mais on est où, là? C'est incroyable. Bon, évidemment, c'est pas pénalisable, hein, il a pas fait exprès. Il avait pas calculé ça, c'est impossible de calculer. Mais bon, c'est écœurant, en fait. C'est écœurant pour le pauvre Leclerc, il mérite pas ça. Déjà qu'il a un retard fou au championnat. Bref. Est-ce que la domination de Max va durer? Ça, j'en sais rien, j'ai pas envie de le lire. De toute façon, on verra bien des Zandvoort ou à Monza. Monza, oui, ils vont dominer. Zandvoort, je suis un peu moins sûr, peut-être un peu moins, mais bon, à mon avis, ils seront quand même premiers. Hein. Allez, on verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire incroyable? Ciao. Alors, revenons sur Perez, qui était quand même un peu en dessous de tout, hein, Spa. Déjà, le départ complètement raté. Il s'est lancé deuxième, au final, le mec... il était cinquième au premier virage, quoi. C'est un très mauvais départ, en perdant beaucoup de place, j'ai probablement compris un meilleur résultat. Heureusement, j'ai réussi à éviter les ennuis. Et j'ai réussi à avoir George au virage 5, puis il y a eu cet incident entre Alonso et Lewis, et donc de retour en deuxième place. Puis la voiture de sécurité nous a ramené dans notre position d'origine. Je ne pouvais pas passer assez vite Carlos, je gérais les pneus, le médium. C'était probablement un peu plus dur que prévu sur le rythme initial. C'est quand même un beau résultat d'équipe, même si j'avais pu partir devant Carlos, ça aurait été une toute autre histoire. Avec des scies, hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé au départ? Je pense qu'il y avait quelque chose avec l'embrayage. Dès que j'ai relâché, je suis parti directement en patinage. Et là c'est très pénalisant, le tarmac est vraiment spécial au départ. Si vous prenez un mauvais départ, c'est probablement l'un des pires endroits à Spa, parce que le tarmac est très rugueux. Perez était au premier loge de ce qui s'est passé entre Hamilton et Alonso. Je vous avoue que j'étais concentré sur George, et une fois que je suis passé, j'ai vu Lewis dans les airs. Je me suis concentré pour ne pas me faire percuter par Fernando qui revenait en piste. Alors pour être honnête, je n'ai pas vu ce gros décalage. Et RB18 était-elle au-dessus de ses rivaux? Oui, nous avions la voiture qui était certainement la plus rapide, et surtout Max était très impressionnant tout le week-end, surtout après la course. Il était juste à un autre niveau. Je ne sais pas du coup si j'aurais pu même gagner sans ce départ, il revenait si fort. Bien sûr que non, t'aurais pas pu gagner. Il t'a collé 20 secondes hein, quand même, hein, en partant loin derrière. Bon après il y a eu la safety car qui a gommé les écarts, j'avoue, mais bon, quand même quoi. Tout ça c'est super, un doublé facile, mais je pense que c'est très spécifique à cette piste, je pense que lorsque nous serons à Zandvoort, Ferrari et Mercedes sera de nouveau là. Moi j'en suis pas si sûr moi. J'espère que ce sera plus serré, mais... je suis pas sûr de ça. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Bon, ça a été annoncé hier, j'en ai pas parlé non plus parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter, mais bon, c'était dans l'air du temps, de toute façon on le savait que ça allait se passer comme ça. Donc la Belgique, renouvelée pour l'année prochaine, seulement l'année prochaine, hein. Attention, pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud était la favorite pour prendre la place de la Belgique, mais il est entendu que 2023 est désormais jugé irréalisable pour un éventuel retour à Kialami, 2024 étant plus réaliste. Donc un contrat d'1 an a été conclu avant la course. Dominique Kelly a déclaré: nous devons féliciter le travail des organisateurs de la course. Vous avez vu l'investissement qu'ils ont fait. Vous voyez le nombre de personnes qui viennent ici, une foule incroyable, une attention incroyable aux gens. C'est super, super pour le sport. On a toujours dit que la course faisait partie de notre tradition et qu'elle occupe une place très importante dans notre calendrier. Et c'est un fait que nous voulions partager aujourd'hui avant la course avec tous les fans présents. Alors, ouais, enfin le mec, faut que aussi Dominique Kelly, hein. Parce que s'il y avait eu Kialami prêt, t'aurais vite oublié Spa-Francorchamps, mon gars. N'importe quoi. À la moindre occasion, il sera prêt à jarter Spa, hein, donc arrête un peu Stéphano, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prolongation? Bonne nouvelle ou pas? Ciao. Alors, j'en ai pas parlé hier parce qu'il y avait pas mal de choses à traiter déjà, puis il y avait la course. Cependant, Vettel nous raconte une anecdote assez croustillante sur Fernando Alonso. Alors,
Voyons ce qu'il nous dit, Vettel, du coup. Il était à vélo. Vers le circuit, donc, de Spa-Francorchamps, il a failli être renversé par une escorte de policiers dédiée à Alonso. Alors, déjà, un truc qui me fait tiquer, pourquoi Alonso a une escorte de policiers? What? C'est pas le président de la République non plus, je sais pas, enfin... Est-ce que Hamilton et Verstappen ou Leclerc ou Sainz ou les autres ont des escortes de policiers? Je suis pas sûr, hein, honnêtement. Hein. Ça m'étonnerait fort. Hein. Pourquoi lui il en a en fait? Vettel est connu pour arriver sur les circuits sur son vélo, défenseur de l'écologie optant pour la force de ses jambes plutôt que celle d'une voiture ou d'un deux roues entre son hôtel et la piste. Samedi matin, j'ai descendu la colline à vélo depuis mon hôtel jusqu'à la piste. Soudain, 4 motos de police sont arrivées. Ils m'ont poussé hors du chemin et m'ont crié dessus. Ils ont failli me faire tomber une première fois. Puis vint une Renault, avec Alonso au volant, et 2 autres motos de police, qui m'a de nouveau écarté du chemin de manière véhémente. Non mais... Ils ont rien dans le crâne, enfin... Le mec qui est à vélo, quoi. Enfin, faites gaffe quand même. Ça... Ils l'ont même pas reconnu, c'est ça le pire. Ces cow-boys de la route, pour une personne, faites le compte. 7 véhicules pour un pilote. À quand le bon exemple? Ah, c'est pas Alonso qui va le montrer, le bon exemple. Ils s'en bat les couilles de l'écologie, lui. Hein. Ouais, là, je suis un peu choqué hein, par cette news aussi. Pour qui se prend Alonso, je sais pas, enfin... Ce mec a de plus en plus sa grosse tête et il devient de plus en plus aigri au fur et à mesure qu'il vieillit. Je sais pas ce que ça va donner chez Aston, mais ça risque de faire des étincelles. Et j'ai hâte de voir ça. Vous en pensez quoi de cette anecdote? Incroyable, non? Ciao. Alors, une dernière news avant de passer au débrief de cette course. Nous devons accepter que notre F1 est difficile à piloter, déclare Toto Wolff. Je pense pas que nous puissions être satisfaits en voyant Verstappen évoluer dans sa propre ligue. Nous devons trouver un moyen de faire progresser la voiture, l'écart est bien trop important. La W14. Alors, Next Gen Auto, je voudrais pas dire, mais entre la W44 et la W14, il y a un problème de numérotation là. On y est presque, ça se rapproche, on y est presque. C'est bien W13 hein, évidemment. C'est une monoplace très difficile à manœuvrer selon Toto Wolff, et l'accrochage de Lewis et Alonso au premier tour le prouve. Hamilton est revenu au garage et s'est excusé en admettant qu'il avait trop serré. C'est très difficile de voir ça à bord de cette voiture. Je pense que c'est la réalité, nous devons accepter le fait que notre voiture est difficile à piloter, qu'elle n'a pas le rythme sur un tour et que nous devons nous en sortir. Je pense que nous allons devoir nous serrer les coudes, définir le plan à suivre pour les prochaines courses mais aussi pour la saison à venir. Mercedes vise-t-elle toujours au moins une victoire cette saison? Le week-end n'a clairement pas été bon pour nous et j'espère que le circuit de Zandvoort nous conviendra davantage et qu'on y sera plus performant. Nous ne devons pas déprimer, même s'il y aurait beaucoup de raisons d'être déprimés et en colère. Il y a 3 semaines, nous pensions encore que nous étions en position de le faire et on n'abandonnera jamais. Alors, ouais, il compare avec Verstappen, forcément c'est compliqué, mais ils se sont quand même bien rapprochés de Ferrari. Hein. Encore une fois, Russell était au coude à coude avec Sainz. Il aurait pu le dépasser pour le podium avec un peu plus de réussite, je pense. Donc, il y a des progrès notables, ou alors une régression chez Ferrari. Peut-être un peu des deux, je sais pas. En tout cas, c'est clair que Red Bull, là, ils sont intouchables en ce moment. J'espère que ce ne sera pas le cas pour les autres Grands Prix, mais je suis pas très serein. Bon, à voir. Ouais, ciao. Alors, revenons sur ce crash. Hein. On va pas le rediffuser. De toute façon, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Et Hamilton assume la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré Lewis? Qu'est-ce qu'il a déclaré Alonso? En regardant les images, il était dans mon angle mort. Je ne lui ai pas laissé assez de place, explique Hamilton. C'était de ma faute. Je ne pouvais pas le voir. Il était juste dans mon angle mort. Il était bien à l'intérieur, je ne lui ai pas laissé assez d'espace alors que j'étais devant et à bonne position pour le prochain virage. Quel dommage, mais c'est la course. Le ralenti avait montré Alonso se plaindre d'Hamilton à la radio. Fermer la porte à l'extérieur, c'est n'importe quoi. On avait fait une bonne qualif. Ce gars ne sait piloter que quand il est en tête. Alors, il y a une erreur de traduction, hein. Il a pas dit une bonne qualif, il a dit qu'ils avaient fait un très bon départ. Donc là, ce gars ne sait piloter que quand il est en tête, ça c'est des propos choquants, désolé. Hamilton a déjà fait plein de remontées dans sa carrière et il a peut-être pas forcément gagné, mais il a terminé dans le top 3, quoi. Alors ferme-la, Fernando, désolé, hein. Là, il m'a déçu sur ce coup-là, Fernando. Donc Hamilton a réagi à ses propos. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, je sais bien que c'est comme ça que les choses se passent dans la chaleur du moment, à chaud. Mais c'est bien de savoir ce qu'il ressent pour moi d'une certaine manière. C'est mieux que ce soit dit au grand jour, ce qu'il ressent. Comme je l'ai dit, c'était pas intentionnel, j'en assume la responsabilité, c'est ce que font les adultes. Hamilton n'a aucune intention de discuter de l'incident avec lui. Je veux dire, je l'aurais fait, jusqu'à ce que j'entende ce qu'il a dit. Eh oui, il n'a pas du tout apprécié. C'est la course automobile, j'ai tout donné, j'ai essayé de doubler par l'extérieur dans le virage 5. J'ai tout simplement pas laissé assez d'espace et j'en ai payé le prix. C'était pas intentionnel, c'est juste arrivé. Alors du coup, après, Hamilton est très énervé, évidemment. Il a reçu un warning, apparemment, un avertissement donc, par la FIA, parce qu'il n'est pas allé à la visite médicale après son accident. Donc c'est la tradition, hein, les pilotes doivent se présenter à la visite médicale. Lui, il a pas voulu y aller parce que flemme, hein, du coup, il avait pas de douleur et tout, donc voilà. Ce n'est pas la première fois que c'est cette saison que les pilotes, par Hamilton, refusent initialement de se rendre à un contrôle médical. Les commissaires sportifs émettent un avertissement dans ce cas, avec un rappel à tous les pilotes que les mesures plus fortes pourraient être prises à l'avenir. Ok. Donc en gros, une pénalité sur la grille, par exemple.
Et quelle image là, Lewis seul sur son chantier. Il marche en solitaire vers un nouvel horizon. Bon bref, tout ça pour dire que c'est dommage parce qu'il aurait pu, je pense, jouer le top 3. Peut-être 3ème ou 4ème à la place de Russell. On ne le saura jamais. Allez, je vous laisse commenter et qu'avez-vous pensé des propos d'Alonso, des propos scandaleux d'Alonso. Mais comme il a dit, hein, c'est intéressant de voir ce qu'il pense de lui. Du coup, on savait que Alonso de toute façon ne pouvait pas piffrer Hamilton. Et encore une fois, bah, ça se vérifie. Allez, je vous laisse commenter.